Vous êtes née avec une maladie génétique. Oui. Vous êtes une femme en sursis depuis près de 30 ans. Je n'en finis pas de vivre. Mais vos parents, en revanche, depuis votre naissance, on leur a toujours dit que vous n'alliez pas survivre à cette affaire au-delà de 10-12 ans, justement. Hein, c'est ça. Ma mère s'est dit que ce serait bien de pratiquer l'euthanasie. Vos parents avaient acheté votre caveau. Voilà. Ma mère me disait même, pourquoi tu ne peindrais pas ton caveau comme les tombeaux des pharaons? Vous aviez déjà cet art du dessin et de la peinture dans les mains. Ça a toujours été un rempart pour rester vivante. Comme il n'y avait pas de main secourante à l'extérieur, mais j'ai fait tout naturellement un retournement vers l'intérieur. Pour vous présenter, je vais juste dire une chose sur laquelle on va discuter ensemble. C'est finalement, vous êtes une femme en sursis depuis près de 30 ans, c'est ça? Je n'en finis pas de vivre. Je n'en finis pas de vivre. Vous êtes née avec une maladie génétique. Oui. Congénitale. Et orpheline sur le syndrome d'Eisenmenger. Et ce syndrome d'Eisenmenger a engendré une grave hypertension pulmonaire artérielle très véloce qui fait que normalement on a une espérance de vie très courte. Vos parents l'apprennent quand vous êtes toute jeune? Oui. Et vous aussi, vous le savez quand vous êtes jeune? Alors je le sais pas, mais j'entends derrière une porte une conversation qui explique que mon espérance de vie va durer 3 mois. Voilà, et là j'ai 12 ans. Et c'est un peu étrange parce que je l'ai pas pris pour moi. Parce que je me visualisais adulte, cavalière pour Bartabas. Donc je me voyais pas mourir jeune. Mais vos parents, en revanche, depuis votre naissance, on leur a toujours dit que vous n'alliez pas survivre à cette affaire au-delà de 10-12 ans, justement. Hein, c'est ça? Oui. Et comment ils le vivent, eux? Eh ben, ils n'ont pas eu de soutien ni psychologique. Ils n'avaient pas cette force spirituelle pour pouvoir traverser comme une initiation cette épreuve. Et du coup, ils se sont réfugiés à l'extérieur, dans des idoles extérieures que sont parfois la science. Et quand la science ne peut plus rien pour nous, eh bien tout s'écroule. En fait, ils suivaient les avis ils suivaient les médecins et ils pensaient que vous seriez plus là. C'est ça. Et du coup, je pense que psychiquement, ça les a atteints tellement profondément que on était au bord de la folie. Et comme je n'en finissais pas de vivre, ma mère s'est dit que ce serait bien de pratiquer l'euthanasie. Parce qu'elle avait peur que vous souffriez? Voilà, elle avait peur que je souffre, mais je pense, au-delà de tout ça, c'était pour eux insupportable d'imaginer ma fin. Donc il fallait que je disparaisse. Et pour ça, en tant qu'ancienne infirmière, elle connaissait les gestes. Et donc elle me disait que ça va être très simple et rapide. Et comme ça, je ne souffrirai pas. Ça ne m'a pas du tout rassurée, parce que moi, je me voyais vivante. Mon caveau était prêt, tout était prêt. Et vos parents avaient acheté votre caveau? Voilà, mes parents avaient acheté mon caveau. Ils n'avaient pas beaucoup d'argent, vos parents, et qu'ils avaient vendu un cheval que vous aimiez parce que vous viviez à la campagne. Hein, c'est ça. Vous étiez très... Une campagne profonde. Nous avions une jument de trait. Cette jument, c'était la jument que je tenais de mon grand-père. Et donc, c'était le dernier héritage de ce grand-père. Et pour payer mon caveau, ils ont vendu ces juments à la boucherie, ce qui représentait 800 francs. Mais tout ça, vous le saviez, parce que vous connaissez même le prix. C'est ça. Vous avez participé à cet enterrement. Et alors, toujours dans cette folie qui continue, ma mère me disait même, écoute, c'est tellement ridicule de mourir si jeune, que pourquoi tu ne peindrais pas ton caveau comme les tombeaux des pharaons? Donc, je me suis retrouvée dans le trou, creusé pour moi, avec les pinceaux à la main, mais je n'ai pas eu d'inspiration. Par contre, mes pinceaux m'ont emmené dans d'autres chemins après. Parce que vous aviez déjà cet art du dessin et de la peinture dans les mains. Ça a toujours été un rempart pour rester vivante dans un monde où on n'existe pas toujours. Donc la peinture était mon langage le plus haut pour rester vivante.
Et donc votre caveau était prêt, mais vous vous refusiez obstinément C'est ça. à vous en aller. Donc, comme j'étais encore là, j'étais ballottée très souvent à l'hôpital, parce que mes parents me laissaient à l'hôpital d'ailleurs. Comme ils n'ont pas voulu m'euthanasier, donc elle a fait savoir qu'il fallait que je termine mes jours à l'hôpital. Et puis finalement, bon, bah, à l'hôpital, j'étais déscolarisée, je ne suivais plus rien, parce que j'attendais la mort, dans les couloirs de la mort. Mais vous étiez extrêmement souffrante? Comment vous Non. vous sentiez? Ouais. Je ne me ressentais pas souffrante, je me ressentais esseulée, et en même temps, cet abandon me permettait de toucher quelque chose qui me plaisait beaucoup, ce monde de l'intériorité. Parce que je sentais bien qu'à l'extérieur, ce n'était que perdition. Comme il n'y avait pas de main secourante à l'extérieur, mais j'ai fait tout naturellement un retournement vers l'intériorité qui m'a permis de trouver un havre de paix, même au milieu de la tourmente, et une enclave de joie, même au milieu du chagrin. Et donc vous avez grandi comme ça, hein? Oui. Et vous êtes arrivé jusqu'à l'adolescence, hein, c'est ça? C'est ça. Et puis à l'adolescence, finalement, la médecine trouve des solutions pour vous. Enfin, elle a des idées, en tout cas, elle vous propose Voilà. des choses, hein, c'est ça? Alors elle me dit, eh bien, écoute, comme tu as tenu bon et que on peut te greffer cœur et poumon. Donc là, j'ai 14 ans et on me met sur liste d'attente de greffe cœur et poumon. Sur le coup, j'arrive pas trop à m'imaginer greffer un jour. Je me dis que là aussi, il doit se tromper. Ça vous plaît pas trop comme idée? Et ça me malgré plaît tout. pas du tout comme idée en plus. Ah. Et j'étais même contre. Et la vie a raboté mon ego. Finalement, vous grandissez, vous devenez une jeune femme, hein, toujours en attendant cette greffe qui ne vient pas. Oui, Parce que comment ça se passe? Vous vivez dans l'attente d'un coup de fil qui peut toujours arriver, hein? c'est ça. Et à l'époque, on n'a pas les portables. Ouais. Donc j'ai un neurosignal que je tiens en bandoulière et je dois me retrouver dans un périmètre où l'hélicoptère peut atterrir pour vite me remonter sur Paris pour me greffer. Où est-ce que vous vivez à ce moment-là? Là, je vis en Limousin. Vous faites des études d'art, qui est votre passion, hein? C'est ça. Oui, Vous tombez amoureuse? C'est ça. Donc, ce qui me permet aussi finalement de prendre un essor qui était absolument pas imaginable. C'est-à-dire que en m'affranchissant de ce monde médical, eh bien, je découvre une toute autre vie, la vie de la liberté. Et évidemment, je la prends à plein poumon, cette vie, même si c'est du feu et que je me suis brûlé les ailes. Mais en même temps, cette vie, elle a été très importante parce que j'ai permis de rejoindre l'impossible qui se faisait possible, en fait. C'est-à-dire vivre comme tout le monde. Alors, Presque je comme tout le devais monde. tout cacher. Ah oui. Ouais, parce que je savais qu'avec mes parents, ça a été la cause de mon rejet familial. Ah oui. Et je m'apercevais assez vite que ce que j'avais faisait peur. Donc j'avais l'habitude de taire Votre maladie. et de cacher les choses. Donc même mes meilleurs amis n'étaient pas au courant que j'étais en attente de greffe. Quand ils ont appris que j'avais été greffée, c'était inimaginable pour eux. Ils n'imaginaient pas un seul instant que j'étais concernée. Et puis la vie avance, et la maladie, un jour, finit quand même par vous rattraper, C'est ça. et par se manifester. Par se manifester d'une manière plus forte. C'était un chagrin d'amour aussi. Un chagrin d'amour. Mais c'était important de le vivre. Donc ce chagrin m'a, au sens propre et figuré, m'a percé le cœur, c'est quoi l'expression, m'a fendu le cœur, voilà. Et donc j'ai été opérée en urgence. Et après, je faisais énormément d'hémorragie cataclysmique, ce qui demandait une surveillance médicale très accrue. Et je me suis rapprochée de Paris. Et c'était très dur pour moi parce que comme je ne suis pas une artiste connue et que je n'avais pas d'argent, je me disais mais comment je vais survivre moi à Paris? Et là j'étais dans une librairie. J'ai trouvé refuge dans une petite librairie et j'ai tiré au hasard un livre de Christian Bobin. Carnet du soleil. 4e de couverture. Il faut que la vie vous arrache le cœur, sinon ce n'est pas la vie. Donc, je devais aller au bout. Je ne pouvais pas me laisser mourir dans ma campagne. Il fallait que je monte à Paris et que je fasse mon face-à-face.
Là, vous faites référence à la greffe, c'est ça? C'est ça. Vous êtes dit, c'est le moment C'est le moment de passer à... d'accepter ce qui pour moi était encore inacceptable. Mais en même temps, personne ne vous avait jamais appelé. Cette greffe ne venait pas non plus. Mais en même temps, comme j'étais réopérée très régulièrement à cause des hémorragies cataclysmiques, il fallait que je me trouve pas loin de l'hôpital pour faire les choses très rapidement. Mais il y a un médecin qui vous a aidé, non, à un moment? Les médecins se sont dit, on ne peut pas la laisser dans Paris comme ça. Elle a vraiment besoin de notre soutien. On va lui ouvrir une chambre et elle va rester dans la chambre d'hôpital jusqu'à temps qu'elle soit greffée. Et du coup, j'ai eu une petite chambre individuelle en plus, où j'ai pu reconstituer mon atelier dans l'hôpital pour attendre ma greffe. Parce que comme il me réopérait souvent à cause des hémorragies, on ne pouvait plus se permettre de laisser même 1 ou 2 heures sans m'opérer. À un moment, je suis placée sur liste de super urgence, on appelle ça. Parce que j'étais, entre guillemets, l'état le plus urgent au niveau national. Et là, ça faisait 20 ans que j'avais attendu ma greffe. Donc là, normalement, dans l'heure, on est appelé pour la greffe. Et moi, 15 jours se sont écoulés. Pas un mort. Donc moi, j'étais contente parce que je me disais, bah voilà, au moins, je suis sûre maintenant que la greffe, c'était pas pour moi. Sauf que là encore, la vie nous fait mentir. Et le médecin rentre dans ma chambre en me disant, écoutez, normalement, vous aviez que 15 jours en hyper-urgence. Mais il s'est passé un phénomène étonnant, c'est que votre dossier, qui normalement est anonyme, est tombé entre les mains du chef des médecins, du collège des médecins, et il a dit, mais je reconnais ce dossier. Mais elle a été greffée depuis longtemps, elle ne peut pas s'en sortir. Non, elle n'a jamais été greffée. Elle a tenu jusque-là, alors qu'elle n'a pas été greffée. Et alors, dans ces cas-là, on ne peut pas lui lâcher la main. Donc, ils ont fait jurisprudence. Et maintenant, ce n'est plus que 15 jours, c'est jusqu'à temps qu'on soit greffé. Mais en même temps, ça n'arrive jamais d'attendre aussi longtemps. Donc, ils vous ont remis sur le haut de la pile. Enfin, ce médecin qui vous avait connu auparavant vous a remis sur le haut de la pile. Parce que c'était lui, c'est lui qui avait reconnu cette pathologie quand j'étais petite fille et qui avait dit elle ne survivra pas 3 mois. C'est lui qui vous avait diagnostiqué. Voilà. Donc, il était tellement éberlué de voir que j'étais là, c'était pas possible. Ouais. Et donc, vous voilà parti pour la greffe cœur-poumon, parce que cette maladie, finalement, elle part de votre cœur, mais elle a touché vos 2 poumons. Et c'est ça. Donc, il faut 3 organes. C'est une énorme opération. C'est une greffe très importante et très risquée, ça, vous le savez, à ce moment-là. Oui. Et là, curieusement, alors que ça faisait 20 ans que j'appuyais sur le frein en me disant ça sera pas possible, je préfère mourir jeune. Et bien là, à mon corps défendant, parce que vraiment, je répugnais à cette souffrance-là. Ou à votre tête dépendante. Et à mon tête défendante. Et bien, il y a quelque chose de plus profond en moi qui me disait, oui, c'est ton destin. Donc, vous partez pour cette greffe, en fait, vous vous sentez enfin prête. Ça vous a pris un petit... Oui, ça m'a pris du temps. Et là, il neige à Paris. Alors, quand il neige à Paris, vous le savez, tout est sinistré. Donc là, apparemment, c'est très compliqué de faire acheminer les organes. Entre-temps, il y a aussi un hélicoptère qui atterrit sur l'esplanade. Donc, il y a toute une équipe qui s'organise. Et donc, moi, je sens bien qu'il se passe quelque chose. Effectivement, on frappe à ma porte. Parce que quand vous entendez l'hélicoptère, vous ne savez pas encore que c'est pour vous. Je ne sais pas encore que c'est pour moi. C'est fou, hein. Ce jour-là, on est le 11 février. Moi, j'ignore tout à fait la nature de ce jour-là. J'ignore tout. Je suis dans l'ignorance, l'inconscience totale. Et alors là, ça va très vite. On frappe à ma porte, c'est tôt le matin. À ma tête défendante, je dis oui, alors que tout disait non jusque-là. Et je sens que c'est mon destin. Je ne peux pas l'expliquer. Pourtant, quel destin. Là, on me descend dans le bloc opératoire, il fait évidemment très froid. On commence à me préparer et ça dure très longtemps parce que les organes, pour arriver, mettent plus de temps que prévu. L'accident est très très dur qu'il y a eu et les organes sont broyés. Je me dis, bon, mais ça c'est formidable parce que c'est ça. Alors là, je suis sûre que c'était pour moi. Parce qu'ils me disent, on ne pouvait pas le mettre sur des enfants. On ne pouvait pas transplanter des jeunes enfants avec ces organes-là, même si ma cage thoracique est une cage thoracique d'enfant, parce qu'ils sont trop abîmés. Donc, comme vous allez mourir pour mourir, on va tenter le tout pour le tout. Et là, j'étais tout à fait d'accord. Oh, j'ai dit, ça, c'est mon destin, c'est bien. C'est génial.
Ça m'enlève toute culpabilité. Mais là, quand ils m'ont raconté ce qu'ils ont fait, c'est quelque chose quand même. Et alors là, ils me font signer tout un tas de décharges. Peut-être évidemment qu'on va te réveiller et qu'on n'aura rien fait. Peut-être qu'on va te réveiller, tu auras la cicatrice, mais on n'aura quand même rien fait. Peut-être qu'on va te réveiller, tu seras tétraplégique. Peut-être qu'on ne te réveillera pas. Je signe tout. Et peut-être, on ne sait pas. Et là, je signais à fond on ne sait pas. On va voir. Allons voir. Ils m'endorment. Pendant 17 heures, ils sont les mains dans mes entrailles, à pouvoir essayer de tenter l'impossible. C'est une opération incroyable. Ouais. Ils sont 3 chirurgiens à se relayer pour tenter l'impossible. Et ils travaillent. Et quand ils retirent le bloc, donc on clampe tout, on retient le cœur et les poumons, il y a un temps où moi je suis hors espace-temps. C'est-à-dire, en fait, vous êtes en état de mort clinique, c'est ça? C'est ça, c'est ce qu'on appelle l'état de mort clinique. Et moi, je fais un décrochage. Je fais vraiment cette expérience qu'on appelle l'expérience de lumière. Voilà, mais ce qu'il y a, c'est que vous vous en souvenez très précisément. Très précisément. Ça reste gravé. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? L'expérience, oui. Ça, maintenant, elle est intégrée, je dirais, dans mes cellules. Mais qu'est-ce que vous vivez exactement à ce moment-là? Alors, évidemment, c'est indescriptible, pour ne pas l'abîmer. C'est infigurable. Est-ce qu'on peut essayer de le dire qu'avec... C'est une information vibratoire. C'est-à-dire que quand je peins ces espaces hors du temps, toutes les personnes qui ont fait ces expériences-là le vivent avec moi. Je sais ce que tu as vécu, mais ce n'est pas figurable. Qu'est-ce qui se rapprocherait le plus pour vous? Je suis dans une eau lumineuse, dans un bain de lumière qu'on ne peut pas décrire ici. Ce qui se rapprocherait le plus, c'est peut-être un poème de Rimbaud. Elle est passée où l'éternité? C'est la mer allait avec le soleil, c'est-à-dire ce scintillement entre l'eau et le soleil. Ce petit métal là, bon, peut-être, et encore, c'est pas ça. C'est très pauvre. Parce que c'est vraiment un endroit où déjà, je ne me voyais pas. Et pourtant, je voyais. Donc, je me dis, mais je suis lumière. Je suis lumière. À la sortie de l'opération, vous vous réveillez pas, en fait. Hein. Non. En tout cas, vous entrez dans un très long coma. Oui. Dans un coma de 40 jours, comme une traversée du désert, mais vous dites que vous avez des souvenirs de ce coma, notamment, vous vous souvenez de la main d'une infirmière qui vous caressait le bras, qui vous chantait? Parce que j'étais à la fois là, dans ce monde concret, et pas là. Dans ce monde concret, j'étais complètement reliée au cœur de tous les soignants. Je sentais tout de suite leur disposition. Mais c'est-à-dire, vous saviez quand ils rentraient et quand ils sortaient de la pièce? Et parce que pour eux, vous étiez en état végétatif. Je connaissais, je crois. Je sentais leur odeur corporelle. Je savais tout de suite s'il fumait, s'il était tracassé. Je ressentais tout. Et parce qu'on se demande souvent si est-ce que les personnes qui ne peuvent plus réagir, qui sont perçoivent ou pas, et probablement que. Mais moi, je ressentais la qualité de leur toucher. Il y avait même une infirmière qui devait me faire les gaz du sang, puis elle n'y arrivait pas, donc elle devait piquer, repiquer, ça fait quand même assez mal. Et donc elle me dit, oh pardon Frédéric, je suis obligée de repiquer. Donc elle s'excusait alors que j'étais endormie. Mais elle avait compris que j'étais aussi là. Il y en avait une autre qui me disait, oh je sens qu'il y a un petit pli qui doit te gêner, je vais le tirer pour que tu sois plus confortable. Ou une autre, je vais te faire une petite cale pour ta tête parce que j'ai l'impression que tu as un petit torticolis qui te fait mal. Donc c'est des êtres qui sont tellement, de toute façon en réanimation, c'est des êtres triés sur le volet qui sont vraiment dans des états de subtilité incroyables. Et vous dites, bon ça, donc que vous percevez très bien ce qui se passe autour de vous et les dispositions des personnes autour de vous, et puis vous dites que pendant ce coma, finalement, à l'intérieur, parce que ça, c'est un espace que vous travaillez beaucoup. Il y a comme un combat, des choses qui se passent, des choses que vous réglez, hein, c'est ça? Oui. J'ai bien vu que dans ma vie, je m'étais pas du tout comportée comme ça, avec cet amour qui habite mon cœur. Donc vous revisitez votre vie. Je revisite tous les endroits où j'ai pas libéré l'amour que je suis. Mais vous en avez conscience? Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Parce que ça, c'est ce que vous dites avec les mots d'aujourd'hui, mais comment vous le ressentez? Je revenais dans la cour de l'école à l'âge de 5 ans. Je revenais dans tous les endroits, dans les mêmes... j'étais à l'âge où
où je revivais la chose. Mmh. Et alors là, ça me faisait penser à une phrase de Jean Grosjean, le passé est imprévisible. Vous revenez de cette opération et de ce coma avec un regard tout neuf sur la vie. C'est ça? Exactement. Vraiment, Et un appétit de vie. je suis née à un autre niveau de moi-même, Mmh. où je voyais les choses en neuf. Et vous êtes réconcilié avec certaines. Oui, oui, oui. Mmh. J'ai retrouvé chaque personne de mon passé, qui, de toute façon, avec ce qui s'était passé dans le coma, avait aussi muté. Donc quand on s'est retrouvés, de toute façon, tout était neuf. Mmh. Et donc vous commencez cette nouvelle vie. Ça doit quand même être un peu difficile parce que malgré tout. On est étrangère après à Non, ce mais monde d'avant. physiquement, vous avez quand même Oui. encore un travail à faire. Il faut accepter la greffe, il faut que le corps, que tout ça se passe bien. Comment? C'est ça, et ça se fait pas tout seul, hein, ça se fait pas tout seul. Je pense que d'un autre côté, ça n'a pas été facile de bien s'accorder avec mon greffon. Mmh. Donc j'ai eu d'autres épreuves. J'avais la sensation qu'il y avait quelque chose en moi qui, qui n'était pas prête à revenir. Alors je ne sais pas si c'est l'identité de mon greffon, je ne sais pas. Mmh. Mais en tout cas, j'ai eu des épreuves très très dures Mmh. derrière. Et pendant le Covid, notamment, il y a une pénurie de médicaments. Ça, c'est fou quand même, hein? Alors voilà. Alors après, pendant le Covid, pas que, hein, parce qu'on a encore des pénuries dans les pharmacies, là. Mmh. Donc il y a des pénuries de médicaments. La France n'est plus achalandée comme elle l'était. Et donc des médicaments qui pour nous sont vitaux. À un moment, il a manqué un médicament vital pour tout un groupe. Parce que c'est de la plasmaphéreuse, donc c'est des choses qu'on s'échange de vivant à vivant. Et avec le confinement, du coup, on avait interrompu tout ça. Mmh. Donc vous n'aviez plus votre traitement On n'avait anti-rejet, plus ce c'est ça? traitement. On en avait beaucoup moins. Et là, j'étais à l'hôpital. Mmh. Et là, j'ai eu affaire à un médecin extraordinaire, encore une fois. Comme on n'en avait pas pour tout le monde. Et que moi, j'étais dans un rejet assez dramatique à ce moment-là. Je lui avais dit, écoutez, ne me donnez pas la dose, ce qui est bien normal. Mettez-la pour ceux qui ont vraiment des chances de s'en sortir. Et ce médecin, il a eu une parole complètement inspirée. Et il a dit, non, vous aurez tous la même chance, de manière équitable. Mmh. Alors là, ce jour-là, on a eu une dose minorée, tous, à l'étage. Et donc cette nuit-là, c'était sur 3 jours, on avait nos injections, mais très réduites. Mmh. Et on ne savait pas du tout si on allait passer Mmh. ces 3 nuits, ces 3 jours et ces 3 nuits. Et le matin, on se réveille, tout le monde était là. Tout le monde était là. Tout le monde était là. En fait, c'était comme une multiplication de remèdes. On a tous eu la juste dose pour continuer. Mmh. Et pour continuer avec, cette fois-ci, encore un niveau d'impossible qui se fait possible, encore cette capacité de recevoir que oui, la vie va nous amener encore plus près de l'abîme, mais ne vous inquiétez pas, Ça va bien se passer. il y a un pont qui se forme sous vos pas. Mmh. Mmh. On n'est pas au bout de nos surprises, hein. Et aujourd'hui, comment vous allez, Frédéric? Est-ce qu'on peut vous demander ça? Et bien là, je suis toujours avec ce rejet, avec des pénuries dans les pharmacies, donc Mmh. rejet très fragile. Mais donc, vous n'avez plus de médicaments pour les rejets? Alors, je continue à prendre des médicaments, mais minorés, parce qu'il y a des pénuries. Et je ne suis toujours pas morte. Je n'en finis pas de vivre. On voit que vous avez envie de vivre, que c'est ça. Oui. Ah Que non, vous mais n'êtes pas moi, pressé. j'irai au bout du bout, au bout de ce que la vie va me donner. Si ça s'arrête demain, c'est parfait, il n'y a pas d'échec. C'est normal, c'est bien. Si ça s'arrête encore dans 20 ans, eh bien, ce sera parfait. Dans tous les cas, c'est parfait. Mmh. Et qu'est-ce qui vous fait tenir? L'émerveillement. Parce que vraiment, le corps n'a pas fini de nous étonner. Mmh.
C'est incroyable. On peut détenir les savoirs de ce monde dans une intelligence artificielle, mais elle restera toujours derrière l'imprédictible corps que nous avons. J'ai lu quelque part que, sous votre plume, que vous avez qualifié votre maladie finalement de chance. Oui. Vous voyez finalement cette maladie comme une chance? Ça a été votre chance? Ah ben moi ça a été ma chance. Même je dirais même je l'ai choisie. J'irais même jusqu'à là, même si c'est une maladie de naissance. Parce qu'il ne pouvait pas y avoir meilleur scénario pour obliquer vers l'intérieur. Puisque l'avenir a l'air foutu, eh bien, misons sur l'intérieur. Parce qu'à l'intérieur, c'est infini. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans la vie? Ben, être conscient de chaque instant qui passe, être immensément vivant, ne pas passer une vie morte, exister. Parce que la vie nous traverse tous, mais on n'existe pas tous. J'aimerais remercier mon donneur, la famille de mon donneur, toute l'équipe des chirurgiens aux mains d'or qui ont réussi à coudre en moi l'impossible. Merci à ces grands humains et surtout, ne nous laissons jamais dérober notre grande humanité.